Bonjour, bienvenue sur Gallica. Nous sommes en 36 avant Jésus-Christ. Rome est partagée entre deux chefs, Octave pour l'Occident et Marc-Antoine pour l'Orient. Marc-Antoine est en campagne en Iran et en Arménie pour agrandir son territoire et il mène une campagne bien difficile contre les Parthes. Alors qui sont les Parthes? Eh bien ce sont des cavaliers, des archers montés qui harcèlent depuis plusieurs jours les légions romaines de Marc-Antoine avec une pluie de flèches qui s'abat sur eux. Et Marc-Antoine est obligé d'engager une retraite et de mettre au point une nouvelle technique pour protéger ses hommes. Une technique qui va devenir très célèbre dans la Légion romaine, c'est la technique de la tortue. La tortue, c'est une formation serrée où les légionnaires se mettent en carré et se protègent avec une carapace de bouclier sur les côtés et au-dessus de leur tête. Et cette formation tortue va devenir un exemple de la formidable capacité des Romains à s'adapter à leurs ennemis. On tient principalement les informations de la Légion romaine d'un historien romain contemporain d'Auguste qui s'appelait Tite-Live. D'après lui, l'armée romaine serait née dès la fondation de Rome, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors vous connaissez probablement la légende de Rome qui veut que ce soit deux frères jumeaux, Rémus et Romulus, qui aient fondé Rome. Alors ce qui est sûr, c'est que Romulus était le premier roi de Rome et qu'il s'est inspiré de la fameuse phalange grecque lourdement armée pour anéantir ses ennemis. À l'époque, Romulus choisissait des soldats parmi la population présente sur le mont Palatin. Alors un peu d'étymologie, le mot légionnaire vient du mot legio, qui vient lui-même du latin légère, qui signifie choisir, ce qui désigne en fait la sélection des hommes. Au départ, l'armée romaine était uniquement composée de patriciens, c'est-à-dire des nobles, mais par la suite, l'armée romaine va adopter des plébéiens, c'est-à-dire le peuple, à partir du 6e et avant-dernier roi de Rome qui restait célèbre, Servius Tullius. Servius Tullius a donc organisé l'armée romaine en classes sociales. Les plus fortunés servaient dans la cavalerie, c'était l'arme noble par excellence, et les moins riches étaient dans l'infanterie lourde. Les pauvres, eux, comme d'habitude, étaient relégués dans les services auxiliaires et étaient souvent envoyés en première ligne. Alors comment était fixé le chiffre de ces armées? Eh bien c'était le rôle du Sénat de fixer l'effectif, et les consuls, eux, avaient pour tâche de choisir le nombre de recrues nécessaires. Nous arrivons au IVe siècle, avant Jésus-Christ, Rome est toujours une république, mais les guerres se prolongent et Rome est ambitieuse. Elle veut conquérir plus de territoire et a commencé par sa propre péninsule, l'Italie, ce qui implique une armée permanente et des soldats motivés. Alors jusqu'à présent, les soldats romains étaient surtout des propriétaires terriens, même des petits propriétaires, qui étaient surtout motivés pour protéger leur propre lopin de terre. Avec le temps, en engageant des prolétaires, c'est-à-dire des pauvres qui n'ont absolument rien, pas même de terrain, il a bien fallu les motiver eux aussi à se battre. C'est pour ça qu'un dictateur nommé Marcus Furius Camillus, que l'on appelle aussi Camille, va instituer une motivation, c'est-à-dire la solde, c'est-à-dire une paye, un salaire que recevra régulièrement chaque soldat. Cette solde va permettre de retenir les soldats beaucoup plus longtemps sous les drapeaux. Et Camille va aussi inventer une formation de combat qui va rester célèbre et permanente durant tout l'Empire romain, la triplex assis. Cette formation se compose d'une première ligne frontale, constituée de soldats jeunes et agiles, les hastati. Ensuite venait une deuxième ligne de troupes d'élite très bien équipées, les principes. Et enfin une troisième ligne de vétérans éprouvés, eux, les triarii. Et ces triarii vont être véritablement la ligne la plus importante de la formation, puisqu'ils vont empêcher en fait la panique ou la retraite des légionnaires. En cas de défaite imminente, par exemple, eh bien, les triarii se jetaient dans la mêlée en vue d'une contre-attaque ou d'une retraite ordonnée, et on recourait aux triarii dans des cas véritablement extrêmes. Et c'est de là que vient l'expression latine d'ailleurs, ad triaros redis, tomber sur les triarii, qui signifie en fait tomber sur une situation désespérée. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'effectif de la Légion était donc de 300 cavaliers et 4200 fantassins. L'organisation de la Légion romaine est assez sophistiquée. Elle est partagée en manipules.
Des manipules, ce sont des groupes de 120 hommes qui correspondent environ à une compagnie de nos armées modernes. Une légion comportait ainsi 10 cohortes, dont une d'élite de 800 hommes. Une cohorte comprenait 3 manipules, et une manipule comptait 2 centuries commandées chacune par un centurion. Et c'est le plus ancien des centurions, le prior, qui avait le commandement de la manipule. La manipule va véritablement devenir l'unité tactique, qui restera pendant plusieurs siècles la base de la Légion romaine. Un problème va néanmoins se poser rapidement dans la Légion romaine, c'est la différence des équipements pour chaque soldat. Il n'y a pas un soldat qui a la même arme ou le même équipement qu'un autre. Certains ont des glaives, d'autres pas. Certains ont des poignards, d'autres ont des lances. Et quant aux uniformes, il n'y a absolument pas d'uniforme. Autre problème, les classes inférieures, les pauvres, n'ont pas de lopin de terre et ceux qui en ont les retrouvent souvent en friche après de longs mois, voire de longues années de guerre, et ils ne peuvent pas développer leur terrain. Alors il va falloir changer un peu tout ça, et en 107 avant Jésus-Christ, un consul, Caius Marius, va persuader le Sénat de réformer en profondeur le système de recrutement des légionnaires. Désormais, l'engagement dans les légions va se faire sur la base du volontariat. Donc on n'imposera plus la mobilisation. Grâce à cette réforme, les légionnaires, qui étaient quand même âgés de 17 à 60 ans, ça fait une fourchette très large, ont été rémunérés régulièrement et ils ont surtout reçu un équipement commun pour chacun, quel que soit leur statut social. L'armement va donc devenir uniforme au 1er siècle avant Jésus-Christ. Tous les soldats vont par exemple recevoir le fameux pilum. C'est aussi Marius qui va créer la cohorte. La cohorte, c'est un groupe de 600 hommes. Il y en aura 10 par légion. Et à ces 10 cohortes vont s'ajouter la cavalerie, elle-même répartie en 10 escadrons d'une trentaine d'hommes. À ces légionnaires vont s'ajouter des citoyens non romains, c'est-à-dire des soldats venus des territoires conquis, comme les Étrusques ou les Samnites. Mais on va quand même veiller à faire en sorte qu'ils ne soient pas trop nombreux, 500 hommes environ. Il fallait toujours qu'ils soient inférieurs au nombre de légionnaires, car les généraux romains n'étaient pas stupides et ils se méfiaient un petit peu de ces étrangers. Et ils préféraient que ces alliés ne se retournent pas contre les légionnaires durant la bataille, comme c'était déjà arrivé. Et un exemple emblématique de ce retournement d'alliés, eh bien c'est Vercingétorix, qui à la base était allié avec les Romains, et qui s'est retourné contre eux en 52 avant Jésus-Christ, pendant la guerre des Gaules. La Légion romaine compte alors 6000 hommes, et elle va se choisir un symbole, avec un aigle d'argent, qui allait contribuer à développer l'esprit de corps entre les soldats. Arrive alors César, qui est l'héritier de la Légion créée par Marius, et César va doter chaque manipule d'un étendard, l'étendard du centre, qui constitue l'emblème de la Légion. Alors il y avait une discipline très stricte dans la Légion romaine, le général en chef avait droit de vie et de mort sur ses légionnaires, et c'était sans appel. Donc à la moindre défaillance, le légionnaire était sévèrement puni. A l'inverse, lorsque le légionnaire se faisait remarquer durant la bataille, qu'il faisait preuve d'héroïsme, ou quand une légion avait fait quelque chose d'extraordinaire, eh bien il y avait des récompenses. Ces récompenses ne se faisaient pas sous forme d'argent. Lorsqu'on voulait récompenser un légionnaire, on lui offrait un cadeau, un objet. Par exemple, ça pouvait être un bracelet ou une couronne, ou même un glaive en or par exemple. Et quand c'était une légion qui se faisait remarquer, eh bien la récompense suprême, c'était ce que l'on appelle le triomphe. Alors le triomphe, c'est quoi? Eh bien, c'était l'autorisation accordée par le Sénat à une légion de défiler dans Rome en armes. Alors c'était exceptionnel puisque en principe les légions n'avaient pas le droit de défiler dans Rome. Donc c'était véritablement l'apothéose lorsqu'une légion est arrivée dans Rome et pouvait marcher comme ça jusqu'au Capitole. Malheureusement, une guerre civile va être néfaste pour la République de 91 à 88 avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque? Eh bien, on enrôle à tour de bras des esclaves affranchis qui sont nécessaires au maintien de l'ordre. L'armée va donc compter jusqu'à 55 légions pendant cette période, soit un total de 330 000 hommes. C'est absolument considérable pour l'époque. Et ce grand nombre de soldats, évidemment, ça coûte très cher à l'État qui ne peut plus subvenir aux besoins des hommes.
Donc tout au long du 1er siècle avant Jésus-Christ, les armées vont servir les intérêts des généraux, dont certains avec des ambitions démesurées, tels que Sylla, Pompée ou César. Et ces généraux vont partir à la conquête du pouvoir, ce qui mènera la République romaine à son terme. L'histoire, vous la connaissez, César va être assassiné par son fils Brutus, qui veut rétablir la République. On connaît la suite. Finalement, Brutus sera à son tour évincé, et ce sont Octave et Marc-Antoine, dont je vous ai parlé au début, qui vont reprendre la République romaine et qui vont ensuite se faire une guerre, une rivalité. C'est finalement Octavien qui sortira vainqueur de cette rivalité et qui va fonder l'Empire. Octavien va devenir l'empereur Auguste, l'empereur de la Pax Romana, la paix romaine, qui va permettre de réduire les effectifs à 28 légions, issues d'un recrutement de qualité et qui distinguera les garnisons de Rome de celles des autres provinces. Cette configuration va perdurer pendant à peu près 2 siècles. Alors Rome n'a jamais eu de chef de guerre particulièrement exceptionnel. Elle doit toutes ses victoires principalement à son organisation militaire, qu'elle va perfectionner sans cesse au fil des siècles en empruntant à ses ennemis ce qui faisait leur force. Rome doit aussi sa valeur au patriotisme de ses citoyens. Et ça, c'est un élément très important car pour un Romain, rien n'était plus sacré que l'amour de la patrie et rien n'était plus honteux que d'obéir à un prince étranger. Les Romains vont donc subir des échecs militaires, mais ne vont jamais se rendre. Les armes du soldat romain se composent principalement de 4 éléments, le casque, la cuirasse, le bouclier et les jambières. Alors on commence par le casque, le galéa. Ce premier casque était d'abord en cuir, et il deviendra par la suite en métal, on va l'appeler alors le cassis, sous Camille, et il va apparaître pour la première fois pendant la guerre des Gaules. Sur ce casque, il y avait des garde-joues, ou des jugulaires, qui étaient souvent de très grandes dimensions, telles que celles qu'on a retrouvées à Weizenau sur le Rhin. D'ailleurs, on a surnommé ce casque le casque de Weizenau. Il est également désigné sous l'appellation de casque impérial gaulois. C'est vraiment le casque romain emblématique que l'on voit dans Astérix et Obélix. Vient ensuite la cuirasse. Alors la cuirasse primitive, elle est de type hellénique. Les Romains vont d'abord s'inspirer des Grecs. Et elle était portée par les soldats de Servius Tullius. À partir de Marius, les légionnaires vont porter la fameuse cotte de maille, probablement empruntée, elle, aux Gaulois, et qui s'appelait l'Aurica amata. On va ensuite créer une variante, la l'Aurica scamata, qui est une cuirasse cette fois d'écailles de fer, avec des os et du bronze. Plus tard, à la fin du 1er siècle, va apparaître la cuirasse articulée, la l'Aurica segmentata. Cette cuirasse comprenait un corselet de lames de fer circulaires jointes par des charnières sur le dos et se fermant par des agrafes sur la poitrine. On avait 2 épaulières donc qui protégeaient les épaules et cela se portait sur une tunique de laine brune. Là encore, cette cuirasse est la cuirasse aussi typique du légionnaire romain et que l'on va voir dans énormément de films hollywoodiens et bien sûr dans encore Astérix et Obélix. Concernant le bouclier, les Romains utilisaient 2 types de boucliers, le clipeus ou bouclier rond et le scutum ou bouclier long, ovale ou rectangulaire. Vers l'époque de Jules César, le scutum ovale fut remplacé par le scutum rectangulaire en forme de tuile, c'est le bouclier emblématique. Il mesurait 120 cm sur 80 et était fait de 2 planchettes que l'on assemblait à contre-fil et recouvertes de cuir à l'extérieur, renforcées par une bordure en métal. Donc c'était assez solide et ça pouvait largement résister au lancement d'un javelot ou même à l'impact d'un glaive. Au centre du bouclier, sur la bosse, ce qu'on appelait le umbo, était gravé le nom de l'unité et le nom du possesseur de l'arme. Donc chaque soldat avait son nom sur son arme. Le reste du bouclier ont parfois été décorés avec des motifs, que l'on appelait des épizèmes.
Alors par exemple, on décorait les boucliers avec le foudre. C'était des symboles distinctifs qui avaient aussi une valeur prophylactique, c'est-à-dire que ça désignait en fait la force de chaque unité, de chaque légion. Les chevaliers, c'est-à-dire les riches, qui étaient à cheval, portaient eux un bouclier rond qui était plus pratique lorsqu'on montait, qui était plus petit donc que le clipeus et qui se nommait alors parma. Avec le temps, au fil des siècles, lorsque l'Empire romain va entamer son déclin, il va y avoir un vrai souci d'économie au niveau des équipements et les légionnaires romains vont peu à peu adopter des boucliers moins chers, plus petits et plus légers, en cuir. Enfin vient la dernière arme défensive du légionnaire, les jambières, les jambards, qui protégeaient les jambes des deux premières classes du temps de Servius. Ça va disparaître ensuite sous Marius pour être réservé uniquement aux officiers. Alors le soldat romain portait au pied la caliga. Alors la caliga c'est quoi? C'est la sandale cloutée de bronze que portait le légionnaire romain, qui était un soulier assez solide, assez ferme, et qui s'arrêtait à la mi-cheville. Les Romains ont d'abord utilisé une épée de type grec. Et après la victoire sur Hannibal, ils ont adopté une arme plus longue et plus lourde, le glaive ibérique. Alors pourquoi ibérique? Eh bien parce que les forgerons espagnols étaient excellents et surpassaient largement ceux des autres nations. Le glaive, lui, se portait donc sur la cuisse droite, dans un fourreau en bois recouvert de cuir, et sa poignée avait un pommeau assez massif qui était doté de 4 dépressions afin d'assurer une bonne prise. La lame, elle, mesurait environ 50 cm avant Auguste, et elle va s'allonger par la suite jusqu'à 80 cm. Au IIIe siècle va apparaître la spata, employée jusqu'alors par les auxiliaires seulement, et qui atteignait à peu près 1 mètre, poignée comprise. Alors pourquoi cet allongement? Eh bien parce qu'au fil des siècles, l'armée romaine va décliner. À partir du IIIe siècle, les Romains, qui étaient autrefois des soldats endurcis, aguerris et qui savaient garder leur sang-froid lors de combats au corps à corps, donc quand on est au corps à corps, on n'a pas besoin d'une épée longue, on a besoin d'une épée courte, donc le glaive pour ça était parfaitement adapté. Et bien par la suite, ce sont des mercenaires qui vont être de plus en plus sollicités dans l'armée, et les mercenaires rechignent à attaquer au corps à corps, ils préfèrent rester à distance de leurs ennemis, et quand on est à distance, eh bien il vaut mieux avoir une épée longue. Autre arme beaucoup plus importante que l'épée, le javelot. Chaque légionnaire avait le fameux pilum, dont on ne connaît d'ailleurs pas très bien l'origine. Alors qu'est-ce qui différencie le pilum de la lance? Eh bien c'est la longueur du fer. Sur le pilum, le fer est beaucoup plus long, et il a même mesuré jusqu'à 2 mètres. Alors ici, vous voyez l'image d'un légionnaire sous la République. Il porte donc son javelot, le pilum, son glaive, un casque, le cassis, la cotte de maille et le bouclier, le fameux scutum. Dans un premier temps, les légionnaires romains vont être équipés de 2 pilums, un mince qui pesait environ 2 kg et un second plus lourd de 2,5 kg. Dans les deux cas, en tout cas, le fer était très solidement emmanché. Alors, quelle était la portée du pilum? Eh bien, des expériences ont été faites en France et l'on s'est aperçu que selon son poids, un pilum pouvait atteindre de 20 à 40 mètres et qu'il pouvait transpercer une planche de sapin de 3 cm d'épaisseur. Sur ce dessin, vous voyez cette fois un légionnaire romain de l'Empire. Sa cuirasse est articulée, la fameuse lorica segmentata, qui a donc remplacé la cotte de maille. Qu'en est-il de la cavalerie? Eh bien, le costume du cavalier romain était très proche de celui du fantassin. Son cheval était équipé d'une housse, en général en drap ou en cuir, qui était maintenue par une sangle, sans selle et sans étrier, car il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'étrier n'existait pas. Il y avait également une bride, un mors sans gourmette, une têtière et des rênes qui complétaient l'harnachement. Alors la cavalerie se composait d'archers à cheval, les equites sagittari, et de lanciers, les contari. La Légion romaine possédait aussi sa musique militaire, c'est important, pour motiver les troupes pendant la bataille.
Elle était composée de tubicines, c'était des sortes de joueurs de tuba, les buccinatores, les cornicines, dont l'instrument, la cornue, était moins recourbé que la buccina, et enfin les liticines, qui soufflaient dans le perçant du litus. Outre ces armes, le légionnaire romain portait aussi sur lui tout ce qui lui était nécessaire, c'est-à-dire une pioche, une hache pour la construction des camps, et le camp, Dieu sait que les Romains en ont construit beaucoup, puisqu'à chaque étape de la marche, les Romains fabriquaient un camp avec fossé, palissade, terrassement en dos d'âne, et ceci même si la halte ne durait qu'un seul jour. Vous imaginez le travail. En outre, le légionnaire romain portait une gourde, un sac en cuir pour la marche, et tout ce pactage pesait quand même 60 livres. Alors 60 livres, il faut vous dire qu'une livre romaine, ça valait 330 grammes. Et quand la troupe quittait le camp pour aller combattre, eh bien, le légionnaire laissait tous ses bagages dans le camp, il était libre de ses mouvements. On disait alors que le soldat était expeditus, c'est-à-dire prêt à combattre. Avec l'extension de l'Empire, bien sûr, la Légion romaine va évoluer. À partir d'Auguste, l'armée est permanente. Au IIe siècle après Jésus-Christ, elle compte un effectif record de 360 000 hommes. Alors ça peut paraître beaucoup, 360 000, mais lorsque l'on regarde l'Empire, qui est quand même très vaste, avec une frontière de 7200 km, eh bien ce n'est pas si énorme que ça. Ce qui faisait que l'Empire romain donc arrivait à tenir son empire, ce n'est pas tant l'effectif que la valeur des hommes qui composaient la Légion romaine. L'armée se recrutait par engagement volontaire, il ne faut pas l'oublier, le service à l'époque était de 20 ans dans les légions et de 25 ans dans les corps auxiliaires. Mais avec le temps, les Romains et les Italiens vont avoir de moins en moins de goût pour le service militaire. Donc au fil des siècles, ils ne vont former plus que les cadres, c'est-à-dire les officiers et les centurions. Les soldats vont désormais être levés sur place dans les provinces conquises, et ce sont eux qui vont défendre l'Empire romain. Un exemple typique, c'est l'armée du Rhin. L'armée du Rhin était principalement composée de Gaulois, de Germains, et celle d'Orient, elle, était principalement composée d'Asiatiques venus d'Asie mineure. Mais même quand ils n'étaient pas en campagne, les soldats romains étaient constamment tenus en haleine par des exercices d'entraînement et des travaux de fortification. Donc les légionnaires romains n'étaient pas seulement des soldats, c'était aussi des ingénieurs, des artisans, des ouvriers, des bâtisseurs, des cantonniers, puisque les légionnaires ont aussi fabriqué des routes, les fameuses voies romaines. Et un exemple d'architecture en France, eh bien, c'est bien sûr le pont du Gard, l'aqueduc, que l'on peut encore aujourd'hui admirer. Les camps pour les sièges, les travaux de terrassement ou la conception de machines étaient également nécessaires. Et c'est les Romains qui ont inventé les premières machines logistiques de siège, par exemple les tours. Faut vous imaginer que pendant un siège, quand une armée gauloise ou germaine voyait arriver toute une légion, voyait arriver 3000 hommes avec 10 tours de siège et des catapultes, c'est certain que ça avait un impact psychologique. Et il y a un historien qui s'appelle Jan Le Boec, qui est un spécialiste de l'armée romaine, qui le dit lui-même: si de tels travaux ne provoquent pas chez les assiégés un effroi suffisant pour amener leur reddition, il ne reste plus qu'un recours, le combat. En conclusion, j'aimerais faire une analogie entre l'Empire romain et la puissance des États-Unis. Il y a quelques années, un auteur américain, Lawrence Reed, a publié un ouvrage « Are we Rome ? Sommes-nous Rome ?» Pourquoi Rome a décliné ? Rome avait fondé sa puissance sur le glaive de la même façon que les États-Unis ont fondé leur empire militaire, car il y a bien un empire militaire aux Amériques. Les États-Unis multiplient les guerres à l'étranger et en prélèvent des richesses, comme par exemple le pétrole. Elle accroît ses revenus, sa croissance, grâce au contrôle économique parfois de certains pays, exactement comme l'a fait Rome. Et pourquoi Rome a finalement décliné ? Eh bien parce que sa légion, devenue très importante, avec des effectifs records de 360 000 hommes,
eh bien l'Empire à la fin n'était plus capable d'entretenir cette armée et de contrôler son empire. C'est peut-être ce qui se passe aujourd'hui aussi avec les États-Unis qui sont continuellement endettés et dont la puissance finalement ne repose pas vraiment sur son économie, mais sur sa Navy, sur sa marine, qui est aussi un gouffre. Voilà, ce cours est terminé, je vous dis à très bientôt sur Gallica.